parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Tout sur les dessous de l'actualité, nous nous faisons le plaisir de vous servir en décryptant l'actualité de la semaine, c'est du lundi au vendredi. Merci à tous de votre fidélité, merci de nous regarder à la télévision sur Espace TV, de nous écouter à la radio sur Radio Espace FM Guinée à travers nos antennes locales à Kankan, à Zérékoré, à Boké, mais aussi à Kindia. Merci à tous. Merci également à Fraternité FM qui relaie cette émission du côté de Mamou, la ville Carrefour, à Farana. C'est Bambou FM qui relaie cette émission. Merci également à Sola Media, à Guinée News, mais aussi à Guinée114.com. Nous faisons le plaisir de parler de ce qui se passe dans notre pays. Vous le savez, l'émission interactive, vous ne serez pas en reste. Vous pourrez interagir aux sujets qui seront débattus ici en nous écrivant au 657 39 13 13. Si vous êtes à l'international, il suffira d'ajouter juste l'indicatif 00224. Et vous pouvez également écrire sur Twitter au hashtag espace GG si tout va bien. Nous ferons le plaisir de relayer vos messages dans la deuxième partie de cette émission. Encore une fois, merci de nous rejoindre dans les grandes gueules. Avec vous, Djiba Milimono. Bonjour. Bonjour Madame Hierro et bonjour à tous. Bienvenue. Merci beaucoup. Bien. Jacques Lewa Leno, bonjour. Bonjour madame et bonjour à tous. Bonjour Daouda Mohamed Kamara. Bonjour madame, bonjour à tous. Antoine Kourouma, bonjour. Bonjour à tous. Alors, l'actualité, ce qui défraie aujourd'hui la chronique, c'est évidemment cette mort du Premier ministre ivoirien, ancien ministre, le Premier ministre ivoirien, Ahmed Bakayoko. J'y arrive. C'est une triste nouvelle qui afflige toute la Côte d'Ivoire, mais aussi le continent africain. C'est un grand homme qui s'en est allé. Malheureusement, il est mort à un âge qu'on ne dirait pas très avancé, parce que 56 ans tout de même. Et il était encore plein de vie et un homme robuste pour ceux qui le connaissaient physiquement. Et donc, cette annonce de la mort d'Ahmed Bakayoko, tout à l'heure, on va l'entendre avec quelques témoignages qui nous proviennent de la Côte d'Ivoire, afflige tout le pays parce que l'homme était un trait d'union entre le pouvoir et l'opposition. C'était quelqu'un qui avait des relations avec tout le monde et qui n'était en opposition avec personne. Bizarrement, il était l'un des rares acteurs politiques à avoir des relations au sein de l'opposition, malgré parfois certaines adversités que nous savons. Mais Ahmed Bakayoko, au regard de ce qu'on a pu vivre en Côte d'Ivoire, était ami et aux artistes au regard de sa générosité, parce qu'il était très large en termes d'aide vis-à-vis de cette entité. Il était aussi très ami à des acteurs politiques de l'opposition par rapport à leur histoire, par rapport à l'histoire qu'il avait avec la plupart d'entre eux. Je parle de Guillaume Soro, je parle de quelques opposants comme Henri Konan Bédié ou Gbagbo. Récemment, Gbagbo d'ailleurs l'a rappelé, c'est Ahmed Bakayoko qui l'a appelé lorsqu'il a voulu qu'il n'y ait pas de violence en Côte d'Ivoire lors des élections présidentielles dernières. Il a pris son téléphone pour appeler Ahmed Bakayoko afin de faire en sorte que chacun des acteurs politiques mette bas la terre et appeler au dialogue. Donc c'est comme pour dire que Ahmed s'en va dans des conditions tout de même qualifiées par certains de mystérieuses, même si d'aucuns ont tendance à mettre en cause les raisons avancées. Parce qu'il est parti quand même pour un contrôle médical. On parle de cancer du foie, ce qui serait la cause de sa mort, même si derrière certains avancent des raisons qui pour l'instant ne sont pas élucidées, parce qu'on a entendu ce journaliste camerounais tout de même, Rémi Gono, qui est connu par tout le monde, qui a tendance à accuser des personnes comme étant les auteurs de la mort de Ahmed, chose dans laquelle nous n'allons pas rentrer parce qu'il n'y a pas de preuves. Bien entendu, on va partir sur le terrain, Antoine Kourouma, avec l'intervention de Mawa Bakayoko, romancière et blogueuse ivoirienne. On va essayer de recueillir des témoignages autour de cette disparition tragique. Elle est en direct. Les grandes gueules. Bonjour Madame Bakayoko. Bonjour Madame. Bien, allez-y Antoine.
Alors aujourd'hui, la Côte d'Ivoire perd un premier ministre. Vous perdez donc, vous dites, un homme d'État qui était aussi très passionné pour les lettres. Vous êtes romancière, on le rappelle de passage. Comment est-ce que vous vivez, n'est-ce pas, cette disparition d'Ahmed Bakayoko ce matin? Vous en doutez, très difficilement. On s'est réveillé le cœur lourd. Je dirais, avec cette lame de fond là qui vous déchire jusqu'à l'intérieur, vous avez ce goût d'inachevé au bout des lèvres. Et vous dites quelle grande perte. Et donc on s'est réveillé lourdement aujourd'hui, avec cette peine au fond de l'âme. Beaucoup d'interrogations, madame, autour de cette disparition. Est-ce que cette maladie qu'il avait, parce que selon les informations qu'on a reçues, il serait parti pour un contrôle médical. Est-ce que vous avez eu vent de ce qui s'est passé entre-temps? Vous savez, je ne rentrerai pas dans les conjonctures qui tournent autour de sa mort. Toujours est-il que la cause annoncée, c'est un cancer. Chose qui n'est pas à remettre en cause. Nous avons déjà assisté à des formes de cancer fulgurants, ces formes de cancer qui ont emporté rapidement des pauvres victimes. Je me dis que ce cas de figure est possible, c'est déjà vécu, c'est déjà vu. Et donc, je ne rentrerai pas dans les conjectures qui tournent autour d'empoisonnement et tout ce que cela comporte. C'est possible que cela arrive et puis c'est la nature humaine. Allez-y, Guiba. Et depuis son lit de malade, il avait été élu député de Séguéla. Et nous apprenons qu'il y aurait eu des manifestations hier dans cette autre circonscription. Est-ce que vous le confirmez et quelles sont les raisons? Manifestation, certainement, mais simplement c'est une forme d'expression de la douleur. Il est le fils de Worodrou. Il est fils de Séguéla. C'est tout à fait normal qu'on pleure quand on a un grand fils comme ça, qu'on a envoyé au champ et qui ne revient pas du champ. C'est tout à fait normal que les gens expriment cela. Mais toutes les formes de manifestation, je ne vais pas y voir. Qu'est-ce que vous saviez d'Ahmed Bakayoko? Quelles étaient vos relations? Et est-ce que vous l'avez côtoyé? Dites-nous, qui était-il? Ahmed Bakayoko et moi sommes du Worodrou, nous sommes tous de Séguéla. Et donc à ce titre-là, nous nous retrouvions souvent pour parler de développement de la région. C'était un homme, comme je l'ai dit tout à l'heure, il n'avait pas fait de grandes études, mais il adorait les études pourtant. Moi, je suis romancière et puis il nous arrivait d'échanger également sur mes œuvres. C'est un homme, je me dis que s'il avait l'opportunité, il aurait fait encore de grandes études, mais déjà, le peu qu'il avait comme formation ou autre, ça lui permettait quand même de nous comprendre, nous autres romanciers et autres. Et donc, nous avions des conversations sur le développement de la région parce que je suis de la même région que lui. Alors peut-être, est-ce que vous pouvez nous rappeler quelques réalisations, si bien entendu vous vous en souvenez de cet homme qui vient de s'éteindre du côté de la Côte d'Ivoire? La dernière réalisation, je parlerai en termes de nation. Je me dirais la dernière législative, les dernières élections législatives apaisées sont à mettre à l'actif d'Ahmed Bakayoko. Il a initié ce dialogue-là qui a permis à tous les partis politiques de se retrouver autour d'une table de dialogue. Il a initié ce dialogue-là qui a donné des fruits. Parce qu'on a fait une élection des plus apaisées, une élection, je dirais, où tout le monde a participé. Du coup, je vais retenir cette image-là de l'homme. Il en a fait beaucoup. Et je voudrais retenir cette image, cette dernière image de rassembleur, de celui qui est comme un dénominateur commun à tous ces partis politiques. On recrutait partout ces aficionados, on les retrouvait dans toutes les tranches de la société, et particulièrement dans cette tranche de la jeunesse qui s'identifiait à travers Ahmed Bakayoko. Bien. Mahoua Bakayoko, romancière et blogueuse ivoirienne, merci d'avoir accepté notre invitation ce matin, madame. C'est moi qui vous dis merci. Bien. Alors,
Daouda Mohamed, on a écouté cette dame romancière, blogueuse ivoirienne sur la disparition d'Ahmed Bakayoko. Oui, il faut s'incliner pieusement devant la mémoire de Ahmed Bakayoko et présenter toutes les condoléances à la communauté ivoirienne et à la communauté africaine. Et il y a cette question qui revient. Heureusement que madame n'a pas voulu s'aventurer un peu sur ce terrain quand les gens spéculent autour de sa mort pour dire qu'empoisonnement et autres. Il faut déjà rappeler qu'en février, Ahmed Bakayoko... C'est normal qu'on s'interroge. Oui, non, ce que c'est normal qu'on s'interroge. Mais en s'interrogeant, il faut également remonter l'histoire. On se rappelle que Ahmed Bakayoko, il a fait 2 voyages sur Paris pour cause de Covid. Il est allé et après ces 2 causes de Covid, il exprimait, comme on l'apprend d'ailleurs, il exprimait un état grave de paludisme sur lui. Et aujourd'hui, que la médecine ou l'hôpital qu'il a reçu du côté de l'Allemagne disent qu'il est mort d'un cancer fulgurant, je crois qu'il ne faut pas qu'on écoute un peu ce que les gens peuvent penser ça et là. Il est mort, il était malade. Le dernier passage de Ouattara à Paris, on a vu les images où il a exprimé sa préoccupation de l'état de santé de son Premier ministre. Et que si ce dernier aujourd'hui meurt, je crois qu'il faut s'en remettre à Dieu et comprendre qu'effectivement, il est tombé malade. J'aimerais juste dire une chose. En l'espace de 6 mois, si vous pouvez m'accepter que je termine mon temps d'antenne. Dieu n'empêche pas de s'interroger. Non, s'interroger sur... Vous avez l'air de nous dire... S'interroger sur quel élément? Parce qu'il ne suffit pas de s'interroger, il faut s'interroger sur un élément. Oui, on va le faire. Lorsque vous n'avez pas d'élément d'interrogation, je me dis que ça ne peut constituer que la spéculation. Vous avez l'air de nous dire que les médecins ont dit qu'il est mort d'un cancer du foie. Il faut s'en tenir à cela, s'en tenir à la version officielle. C'est bien de s'en tenir à cela, mais c'est aussi bien de s'interroger sur des constats qu'on a pu faire. Parce que la maladie a été brusque. Vous avez fait le constat, vous? Ça s'est fait devant tout le monde. Non, vous avez fait quel constat? Vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Ça a été même relayé. Nous avons des relations. On a des relations de ce côté. Il a souffert de Covid à 2 reprises. Covid n'est pas synonyme de cancer. Il a souffert de Covid à 2 reprises. Covid n'est pas synonyme de cancer. Il n'est pas mort de Covid. Il a souffert de Covid à 2 reprises. Et il a exprimé un état de palu très critique sur lui. Tout cela peut être des éléments qui conduisent à aggraver son cancer. Il est mort de cancer du foie, pas de Covid. La précision, elle est importante. De l'autre côté, on a vu tout de même cet amaigrissement soudain de l'homme. Un cancer, on peut s'en apercevoir. On peut avoir le cancer et le savoir. Et par après, ça prend du temps tout de même avant qu'on ne puisse succomber. Mais le cas d'Ahmed Bakayoko, ça a été brusque. Tout d'un coup, on a constaté un amaigrissement de l'homme qui, à un moment donné, a été évacué d'urgence à Paris, par après transféré en Allemagne, et nous apprenons qu'il est mort. À ce niveau, je me dis, c'est important qu'on se pose des questions. On parle d'un cancer en phase terminale. En phase terminale, ça aurait pu être... Même l'hôpital américain de France n'avait pas posé le diagnostic. Justement. Et c'est ce qui est étonnant dans cette situation. Ce n'est qu'à la dernière minute. Non, il était prévu. Ce n'est qu'à la dernière minute. On a parlé de greffe. On a parlé de greffe. On a parlé de greffe au niveau de l'hôpital de Fribourg. Moi, ce que je veux dire. Mais il a été avéré du côté de Paris qu'il ne peut pas parce qu'il n'est plus opérable. En l'espace de 6 mois, nous perdons quand même deux premiers ministres. En l'espace de 6 mois. Donc, normalement, il faut qu'on pose des questions. Il faut qu'il y ait des questionnements. On a connu la situation avec on va poser des questions, Djiba Milimono, à Fernand Dédé. Il est journaliste éditorialiste ivoirien et il est en direct. Les grandes gueules. Bonjour, monsieur. Bonjour. Bienvenue chez les grandes gueules. Allez-y, Moïse. Très bienvenue donc dans les grandes gueules. D'abord, cette première question, quelles conséquences du point de vue institutionnel on peut tirer du décès brusque de Ahmed Bakayoko? Ah oui, ça pose un problème évidemment au niveau institutionnel. Ahmed Bakayoko est le Premier ministre. J'ai entendu quelqu'un dire en l'espace de 6 mois, oui, 9 mois,
la Côte d'Ivoire perd 2 premiers ministres et un ministre de l'administration du territoire, un conseiller diplomatique du président. Ça fait beaucoup pour le sommet de l'État. Le chef de l'État n'a pas encore nommé, selon la Constitution, son vice-président. Il fallait certainement attendre les élections législatives qui se sont achevées seulement dont les résultats provisoires ont été donnés seulement avant mardi. Et on attend toujours les résultats définitifs avec le Conseil constitutionnel. Il fallait attendre toute cette phase électorale avant peut-être la nomination du vice-président. Peut-être qu'en ce moment-là, on aurait pu un peu plus clair dans le dispositif institutionnel. On allait voir peut-être le nouveau président du Parlement, le nouveau président du Sénat. Je rappelle d'ailleurs que le président du Parlement de l'Assemblée nationale est aussi souffrant. Le président du Sénat est en convalescence de longue durée, lui également, depuis le mois de juillet 2020. Il n'est plus réapparu à Abidjan en convalescence en Europe. Ça fait beaucoup au plan institutionnel. Ça fragilise le sommet de l'État. Moi, j'ai une question, puisqu'on parle dans l'espace de 6 mois quand même, de potentiels successeurs, entre guillemets, de Alassane Dramane Ouattara. C'est vrai que beaucoup l'auront le poste de vice-président, parce que si on regarde la chaîne de commandement après la Constitution de 2016, on peut dire en cas de vacance de pouvoir, c'est le vice-président qui pourrait prendre les rênes du pays. Est-ce que Ambak était pressenti à ce poste? Oui, selon les informations non confirmées dans le marigot politique ivoirien, après les législatives, il y allait avoir un président de chef musical à la tête du sommet. Beaucoup parlaient déjà de la nomination d'Ahmed Bakayoko au poste de vice-président. C'est une rumeur qui court beaucoup. L'actuel Premier ministre intérimaire Patikachi, technocrate depuis longtemps dans le système, il était là déjà avec le président Henri Konan Bédié, ensuite ministre des infrastructures économiques avec le président Laurent Gbagbo, puis avec Alassane Ouattara, aujourd'hui secrétaire général de la présidence, premier ministre par intérim, était pressenti pour être le premier ministre, et Ahmed Bakayoko allait glisser probablement au poste de vice-président. Alors cela pose donc, évidemment, vous en parlez, c'était ça peut-être le schéma du président Ouattara, mais qui avait été très clair pour son 3e mandat. Il avait dit c'est son dernier mandat et qu'il n'allait pas soutenir un poulain comme il l'a fait, mais de façon très forte avec l'ex-premier ministre Amadou Gon Coulibaly. Il a laissé donc, il avait lâché les chevaux. Chacun devrait conquérir, asseoir sa légitimité et son ambition. Ahmed Bakayoko est en pole position effectivement dans l'ordre constitutionnel, dans l'ordre de succession. Bien. Fernand Dédé, journaliste éditorialiste ivoirien. Allez-y, Mafoudia. Alors, peut-être mauvaise coïncidence. Hier, des informations sur l'état de santé du Premier ministre intérimaire, Patrick Archi. C'est quoi les informations ce matin le concernant? Et Patrick Archi, après son désapparentement avec le PDCI, après donc son intégration au RHDP, avait pour principal objectif de faire en sorte que tous les élus de cette région, ils sont au moins 7, soit tous du parti au pouvoir. Donc il a bataillé très très fort. Il a d'abord lui-même été élu député évidemment, mais il fallait se battre dans la région pour avoir le maximum de députés. Au sortir de cette campagne laborieuse pour lui, il a eu gain de cause. Il a perdu seulement une circonscription sur les 7. Eh bien, il a pris un coup de fatigue. Il est malade, il est fatigué à la maison chez lui. Évidemment, les coïncidences avec le buzz des réseaux sociaux ont fait croire qu'il a été évacué en France parce que lui aussi malade, à peine nommé Premier ministre intérimaire. Non, il n'en est rien. Patrick Archi est bien là, chez lui à la maison. Bien. Allez-y, Jacques. Monsieur Fernand, l'autre question, puisqu'on présente Ahmed Bakayoko comme étant cet homme, chef de gouvernement, qui avait beaucoup de chance pour pouvoir rapprocher les différentes parties. On sait qu'il y a une crise en Côte d'Ivoire. Il avait déjà entamé ce dialogue avec les partis d'opposition. Aujourd'hui, il part. C'est quoi la conséquence immédiate? Est-ce qu'on peut encore compter sur un homme autour de Alassane Ouattara qui peut mener, n'est-ce pas, ce travail-là à bon port? Il y aura toujours un homme, mais avouons qu'Ahmed Bakayoko, c'était le fils du pays. C'est l'enfant que tout le monde a vu grandir, Ahmed Bakayoko, dans le système politique
depuis les années 90. Il a à peine terminé ses études qu'il est rentré sur la scène politique en créant un journal, le journal Le Patriote. Donc c'est un confrère déjà à ce niveau. Ensuite, Ahmed Bakayoko, c'est l'ami des jeunes. Il a toujours été dans le milieu des jeunes, proche des artistes, proche des sportifs. C'est l'un des plus grands showmakers à Abidjan. C'est l'un des plus grands danseurs de Ndomolo. À ses heures perdues ou ses heures libres, il fredonne de la musique reggae. Ahmed Bakayoko, c'est le monsieur tout-terrain que vous pourrez rencontrer en tout lieu, en tout espace, et très très ouvert, très disponible, très affable. Et une des qualités que les Africains aiment beaucoup, donc les Ivoiriens apprécient beaucoup en lui, c'est sa générosité, prêt à assister les autres. Et il a apporté cette qualité-là dans le jeu politique, malgré les contradictions très très fortes entre les Ivoiriens, entre les officines ivoiriennes. Ahmed Bakayoko est resté dans ses convictions, certes, mais très 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 disponible pour toutes les chapelles. Très peu de personnes, je peux vous dire, en Côte d'Ivoire, qui n'ont pas bénéficié des largesses d'Ahmed Bakayoko, d'une oreille attentive d'Ahmed Bakayoko. Alors, le fond du problème aujourd'hui, c'était la question principale, rapprocher les points de vue, savoir écouter. Il a su le faire Ahmed Bakayoko avec le dernier dialogue politique qu'il a conduit à point. Ce n'était pas la chose la plus facile. Après la présidentielle houleuse qu'on a connue, cela a quand même fait 85 morts. Cela a conduit au blocus du domicile du président du PDCI-RDA et des principaux leaders politiques. Et il y a eu le dialogue politique. Il a été patient, il a pu écouter, il a su éviter les écueils, les blocages. C'est vrai, il a joué un grand rôle, mais en politique, on ne dit jamais. Il y aura toujours quelqu'un dans l'entourage du président Ouattara pour aider à continuer de rapprocher les Ivoiriens. Mais pour aujourd'hui, c'est une perte énorme pour les jeunes. C'est un espoir qui s'éteint pour les jeunes. C'était le garçon que tout le monde a vu monter les marches sociales qui s'en va. C'est une angoisse pour le milieu politique. C'est cela qui aujourd'hui étreint les Ivoiriens. Bien, alors, allez-y Moïse. Oui. Dernière question. Oui, je vais en placer deux. Premièrement, nous nous rendons compte qu'autour du président Ouattara, c'est le vide qui se crée au lendemain de la disparition d'Ahmed Bakayoko. Est-ce qu'on peut dire que des fusibles, il n'y en a plus autour du chef de l'État ivoirien? Ça, c'est la première question, puisque Gon Coulibaly n'est plus, Ahmed Bakayoko n'est plus. Alors, est-ce qu'il peut émerger une tête forte, je ne sais pas d'où, pour essayer d'être un peu le paravent de toutes les attaques qui pourraient surgir du camp adverse, du camp de l'opposition? C'est la première question. La deuxième, je sais que vous avez eu vent, tout comme nous autres en Afrique, de toutes les supputations qui naissent au lendemain de cette disparition tragique, brutale d'Ahmed Bakayoko, les raisons de l'aggravation de sa maladie et sa mort soudaine. Ses amitiés avec Guillaume Soro en rajoutent à ces supputations, puisqu'il n'a jamais d'ailleurs renié ses amitiés. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur... Voilà, je ne sais pas, vous n'avez pas une boule de cristal, certes, mais qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ces supputations? Comme je dis sur la première question, il y aura toujours quelqu'un. Il y aura toujours quelqu'un qui n'aura peut-être pas le feeling d'Ahmed Bakayoko, la grinta d'Ahmed Bakayoko. Pour vous dire la vérité, moi personnellement, quand j'ai eu un accident, que j'ai été choqué, j'ai vu Ahmed Bakayoko à mes côtés, par exemple. Peut-être que la personne qui viendra n'aura pas aussi, on n'aura pas la même sollicitude pour ses amis, pour ses frères. Mais il y aura toujours quelqu'un qui va essayer de colmater les brèches, qui va servir de pion entre les partis politiques et le pouvoir. La discussion politique ne s'arrête jamais. Le pays est dynamique, les relations entre les hommes sont dynamiques. Il s'en trouvera toujours quelqu'un pour pouvoir racoler les morceaux et éviter la rupture entre les hommes politiques. Ça, c'est le premier problème. Le deuxième problème, la deuxième question, c'est tout à fait normal. En Afrique, on ne meurt jamais gratuitement, on ne meurt jamais naturellement. Il y a toujours une cause, et ceux qui parlent des causes ne sont pas médecins, ne sont pas techniciens. Chacun explique les causes par son émotion, par sa douleur. Malheureusement, dans le cas d'Ahmed Bakayoko, beaucoup de choses se disent. Alors la vérité, c'est que nous tous, on a été surpris. Ça, c'est la première des choses.
c'est un garçon qui est sportif, qu'on pouvait rencontrer dans les rues d'Abidjan en train de pratiquer la marche sportive, qui est un solide garçon, qui a dû s'astreindre d'ailleurs à un régime draconien pour perdre de la masse. Mais c'est un sportif quand même, qu'on le voyait dans les meetings, il pouvait, en 2003-2004 par exemple, Ahmed Bakayoko pouvait s'autoriser des pompes en plein meeting politique pour montrer que justement il était en très bonne santé. De sorte que les choses sont allées effectivement très très vite. Moi je fais partie de ceux qui ont le premier révélé son état de fatigue parce que c'était la première fois qu'Ahmed Bakayoko n'assistait pas à une cérémonie présidée par le président de la République, une cérémonie politique pour l'investiture des candidats aux législatives de son parti. Ahmed Bakayoko n'y était pas et cela nous avait intrigué. Information pour information, on nous avait dit alors non, il est objet d'une grosse fatigue, il se repose et ça nous avait inquiété. Et à partir de là, les choses sont allées très très vite. Les grandes gueules. Le 18 février dernier, il a été évacué en France pour la grosse fatigue. Avec l'exclusion de ceux qui n'avaient pas été atteints pour la deuxième fois de la Covid. Et donc, on s'attendait à juste peut-être un check-up et retour rapide à Abidjan. Mais les choses sont allées très vite et selon les informations que nous avons eues, un cancer a été détecté, malheureusement à l'état final. Mais la principale équation, c'est le déni de la maladie, fondamentalement, que selon l'entourage de l'ex-premier ministre aujourd'hui, qu'on croit appeler comme ça, Ahmed Bakayoko n'a jamais accepté l'idée d'être malade. Il était grand garçon, la gloire s'ouvrait à lui, il avait l'ambition de pouvoir assumer ses charges. Certainement, là, il a nié la maladie et malheureusement, c'est en état final que cela a été détecté, qu'il a été évacué en France et le malheur et le grand drame s'est produit. Bien. Fernand Dédé, journaliste, éditorialiste ivoirien, merci d'avoir répondu aux questions de GG ce matin. Merci beaucoup. Bien. Alors, on continue cette émission, bien entendu. On continue à faire le tour. Mafoudia Bangoura, on a écouté ce confrère ivoirien sur cette tragique disparition. Ben oui, c'est Ahmed Bakayoko. Beaucoup se posent la question sur ce qui motive l'intérêt du monde entier de s'intéresser à cet homme. C'est quand même quelqu'un qui s'est présenté auprès de la jeunesse. C'est un homme charismatique qui, on l'aura observé auprès de quand il y a eu la mort de Didier Arafat, par exemple. C'est là que beaucoup ont compris le rôle de cet homme près des jeunes. Donc, au-delà d'être politique, c'est quelqu'un qui a su, marquer les jeunes générations. Et comme on aime bien le rappeler en le concernant, c'est surtout un monsieur populaire qui a gravi les échelons, qui est né dans un bas quartier, qui s'est battu, donc qui ne s'est pas éloigné de son milieu. Donc, d'année en année, il a eu à marquer beaucoup de générations. Et aujourd'hui, qu'il s'en aille à 56 ans, évidemment, c'est quelque chose qui peine et c'est ce qui arrive. Et encore, quand on sait qu'il y a, je crois, moins de 7 ou 8 mois, il y a l'autre premier ministre, Amadou Gon Coulibaly, qui a rendu l'âme. Donc, on se pose des questions. Qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? C'est pas des considérations pour trouver des explications, parce que évidemment, même sur le plan, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est bien normal. Mais après, Moïse a posé la question à notre confrère par rapport à, si on veut, à l'aspect institutionnel de tout ça. C'est comme si il y avait, ça prédisait une sorte d'imprévu qu'il va falloir gérer du côté de Alassane Ouattara, par exemple, qui quand même hier dans son tweet, il faut le rappeler, a salué un modèle, un homme loyal, quelqu'un qui s'est battu pour son pays. C'est donc une perte encore pour l'Afrique, des politiques africains qui ne connaissent que l'Afrique, qui se sont battus et qui avaient des rêves. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko, il s'en va, mais évidemment, comme on peut le constater à travers différentes réactions à travers le monde, c'est quelqu'un qui aura su marquer son temps. Oui, justement, je parlais tantôt de cet espace parce que c'est l'histoire qui se répète pour Alassane Dramane Ouattara. D'abord, il y a la mort de Ahmad Gon Coulibaly, parce qu'Ahmad Gon Coulibaly, il avait ouvertement dit que c'était son successeur, donc tout était préparé. Sa mort
quand même a provoqué une espèce d'onde de choc dans le pays, mais aussi à travers l'Afrique tout entière, parce qu'on disait que Ahmad Gon Coulibaly c'était un homme modéré, c'était un homme transversal, au même titre que Amba qui est décédé hier. Donc ce qui veut dire ça a permis quand même de rebattre les cartes avec sa mort. Donc beaucoup quand même s'étaient tournés vers Amba pour dire qu'il pouvait quand même être le successeur, parce que non seulement c'est un homme qui jouit quand même de cette attitude générale vis-à-vis de tout le monde, il savait apaiser les relations, et aujourd'hui les conséquences c'est que premièrement, est-ce que Alassane Dramane Ouattara dorénavant un homme à côté de lui qui pourrait quand même créer ce pont entre lui et l'opposition, sachant que l'autre pouvait quand même rapprocher les points de vue quelles que soient les situations. Ça, deuxièmement, c'est par rapport à ce poste de vice-président. La Constitution de 2016 l'a prévu. Dans la chaîne de commandement, le président de l'Assemblée nationale n'est plus le dauphin constitutionnel, c'est plutôt le vice-président. Et ce poste est resté vacant depuis pratiquement 7 mois aujourd'hui. Donc beaucoup se disaient, mais qu'est-ce qui expliquerait un peu ce vide? Donc on voyait quand même Amba arriver à la tête occuper ce poste de vice-président. Parce que on a dit, Alassane l'a dit, je ne suis pas venu aux élections parce que j'avais l'envie de changer la constitution ou de faire un 3e mandat. Mais c'était par dépit, parce que la mort de l'autre, quand même, il fallait avoir un leader qui allait donner la victoire au RHDP et peut-être se retirer de la course, peut-être 2 ans ou 3 ans après, pour céder la place au vice-président. Donc demain, on se pose la question, qui va occuper ce poste? Parce qu'il faut qu'il y ait un homme de confiance. Il l'a dit, je ne vais plus dire c'est elle. Chacun va asseoir son autorité, et Amba quand même avait le profil idéal pour cela. Bien, malheureusement, la vie en a décidé autrement. Des interrogations qui subsistent. Voilà ce qu'on pouvait essentiellement dire sur ce sujet. Les grandes gueules continuent sur Radio Espace Guinée. Longtemps, j'ai cherché d'où provenait cette force. Cette force qui nous pousse à rentrer dans l'arène, à balayer d'un revers la pression qui nous submerge. Une détermination de fer dans un gant de velours. Écoutez, motiver, recadrer, ajuster sans cesse les moindres détails, les petits riens qui transforment les rêves en exploits. Pour certains, cette force vient d'en haut. Pour d'autres, elle vient de l'intérieur. C'est ce qui nous rassemble, ce langage qui nous unit, ce qui nous permet d'amener une équipe vers le succès, sous les applaudissements de nos fans. J'ai longtemps cherché d'où provenait cette force, et la réponse est une évidence. Adafo Média, l'excellence, la perfection, la précision, la référence de la sous-région. Adafo Média, le futur, vivons-le ensemble. Merci de nous rejoindre sur Espace TV un peu partout dans le monde. Merci de votre fidélité. La Côte d'Ivoire, oui, on l'a compris, la Côte d'Ivoire en deuil. Le Premier ministre Ahmed Bakayoko est décédé hier des suites d'un cancer en Allemagne. Cela fait plus d'1 mois qu'il n'est pas apparu en public, et la récente nomination de Patrice Hachi à sa place avait amplifié le doute chez les Ivoiriens. Un coup dur pour le RHDP et pour son leader Alassane Ouattara, qui perd ainsi son 2e Premier ministre en l'espace de 6 mois seulement. Quelque chose d'identique en bac après la disparition de Amadou Gon Coulibaly était donc perçu aux yeux d'une certaine opinion, la plus large d'ailleurs, comme un dauphin potentiel de l'actuel président. Témoignage et analyse de cette actualité ce matin avec Maoua Bakayoko, que vous avez entendu, elle est les romancière et blogueuse ivoirienne, mais également Fernand Dédé, journaliste et éditorialiste ivoirien. La qualification des programmes d'enseignement au cœur des priorités du gouvernement. Les universités et institutions d'enseignement supérieur dispensent des cours dont les contenus ne répondent pas suffisamment aux besoins du moment. Un travail d'évaluation donc a permis d'identifier les forces et les faiblesses devant les différentes filières, et c'est l'autorité nationale d'assurance qualité qui a été commis à cette tâche. Les agents de l'ANAQ ont eu des rencontres avec les encadreurs d'établissements, les formateurs et étudiants. Ils ont enfin produit un rapport qui permet aujourd'hui de savoir les programmes qui peuvent répondre aux attentes des apprenants et du marché de l'emploi, comment l'évaluation a été faite et quels sont les programmes qualifiés. Pour répondre à nos questions, donc, Dr Kabiné Oularé, secrétaire exécutif de l'ANAQ, il sera avec nous dans cette émission. Et on continue donc les grandes gueules. Moussa Moïse, cocaïne et arrestation de Djoulde. La police a donné donc des précisions. On a tous suivi cet échange entre nos hommes en uniforme du côté de la sécurité et de la protection civile et les journalistes qui ont été donc invités dans les locaux du dit département à Colère. Alors l'exercice d'abord en lui-même est salutaire, puisque c'est un exercice qui
permet d'imprimer une marque une marque de transparence à la police. On en parlait ici avant-hier, c'est-à-dire que les officiers qui sont suspectés ou qui sont dans la chaîne de commandement liée donc à la saisie, au transport et à la disparition de quelques plaquettes de cocaïne décident donc de répondre aux questions à cœur ouvert, j'imagine, de la presse. Donc l'exercice en lui-même est salutaire. J'apprends que ce sont des directives qui ont été données au ministre de la Sécurité, mais également au directeur général de la police nationale, pour que de temps en temps, quand il y a des affaires importantes dans le pays, qu'il puisse prendre la parole et communiquer sur ce qui est fait en termes de procédure et afin de se laver de tout soupçon. Donc voilà, mais cet exercice a laissé donc a mis au grand jour une sorte de divergence en matière de procédure, mais une sorte aussi d'opposition entre le directeur général de la police et le directeur central de la police. Pour ceux qui ont pu décortiquer les propos, vous vous rendrez bien compte que le sujet a été campé par le directeur général et qui n'a pas voulu, parce que eux, ils sont pas des journalistes, ils sont pas comme nous. Nous allons jusqu'au fond de ce dossier parce que nous cherchons à mettre sur la place publique ce qu'on nous cache. Mais eux, ils sont astreints par certaines procédures puisqu'il y a une instruction qui est en cours. Donc, après ces propos, le directeur central de la police a pris la parole et qui est allé un peu plus loin que ce qui avait été prévu par son chef hiérarchique. Donc ça, c'est un élément qui a été entendu, il faut le rappeler. Oui, je sais, mais pas que lui. Il y a Bafoué aussi a été entendu. Les grandes gueules. L'adjoint de la police a été aussi entendu. Donc il y a des officiers supérieurs. Et tous ces deux-là dont je viens de parler, en matière de grade, sont supérieurs à lui. Lui, il est directeur central. Il y a beaucoup de directeurs centraux à la police. Il y en a énormément. Donc, vous voulez parler de Fabou? Exactement. Le directeur central, parce qu'on dit DPJ, mais c'est DCPJ. Alors donc, à ce niveau, je trouve que c'est un faux pas qu'on aurait pu ne pas mettre sur la place publique, qu'on aurait pu éviter, parce que ça signifie soit qu'il y a un malaise à l'interne, ou bien que ce sujet lié à la cocaïne c'est une patate chaude entre les mains donc de l'institution policière. Mais le point qui a attiré mon attention, c'est le point concernant notre confrère, le doyen Djolté. Vous savez, il nous a été présenté au cours de cette conférence que la procédure en la matière a été respectée, des convocations en bonne et due forme ont été émises pour que le doyen puisse se présenter à la DPJ. Mais il n'en est rien. Au lendemain de cette sortie médiatique, vous avez certainement entendu Maître Traoré, qui a donc bouté en touche tout ce qui a été dit au cours de cette conférence de presse par le directeur central de la police judiciaire. Donc on se rend bien compte qu'il n'y a pas eu de convocation et que donc ça a été une expédition punitive parce qu'on l'a pris dans des circonstances qui ne sont pas du tout transparentes. Vous avez un fait. Le doyen a pu dire des choses que je ne partage pas. Je l'ai dit ici. Mais cela ne m'enlève pas le droit de dénoncer le fait qu'il était pris dans des conditions qui ne respectent pas du tout son statut. Illégal. Il était à l'antenne. Il parlait il était au sein d'un média, il parlait, donc il s'exprimait et ça ne lui arrache pas le titre de journaliste. On ne peut pas le prendre de cette manière. Vous savez, voilà, c'est par voie de presse que ça a été dit. Même si on ne partage pas le contenu. Mais si on se tait sur ce genre de procédure concernant un doyen de la corporation qui croupit en prison presque, il va maintenant vers 2 semaines, je pense. Alors, dans ces conditions-là, si on se tait là-dessus, ce n'est plus le doyen. L'appel qui a été fait a été rejeté. Voilà, l'appel a été rejeté parce qu'on s'attendait tous à ce qu'il soit libéré hier. Mais si on se tait là-dessus, ce n'est plus le doyen qui est déjà en train de subir ce qu'il subit. Il a fait combien d'années déjà dans la corporation? Il est plein. Les grandes gueules. Il a déjà fait ses preuves, il a déjà pris ses marques il y a longtemps. Mais c'est à nous autres de s'en inquiéter parce que, voilà, lui, il est déjà dans la punition en fait. Donc, je trouve que d'abord, cette communication consistant à dire que toute la procédure a été respectée pour l'interpeller, elle est fausse. Et puisqu'elle est fausse, il faudrait quand même dénoncer cela. On ne peut pas transformer la direction centrale de la police judiciaire comme l'organe qui s'adonne à des expéditions punitives. Ce n'est pas normal. Pas première, la DPJ, oui, je le dis, mais ce n'est pas une première, mais il faut que ça cesse. La DPJ est respectable. Elle est respectable parce que
beaucoup de personnes, beaucoup d'officiers haut gradés ont fait leur preuve là. Vous ne pouvez pas, au moindre claquement de doigts, prendre les moyens de l'État, la puissance publique, et aller cueillir sans aucune procédure d'honnêtes citoyens dans ces conditions-là. Je trouve que c'est assez grave, et Maître Traoré a mis au défi, je pense qu'il a mis au défi le directeur central de prouver que des convocations ont été émises en bonne et due forme pour interpeller le doyen Djouldé. Donc je trouve que on ne peut pas, c'est pas de cette façon qu'il faut chercher à plaire au chef de l'État. Ce n'est pas de cette façon. Ce n'est pas de cette façon. Vous savez, on est plus prompt ici pour des questions liées à une offense au chef de l'État, pour des questions liées au dérapage sur les réseaux sociaux, pour des questions liées aux attaques contre le gouvernement. On est prompt à mettre en branle l'appareil judiciaire, l'appareil de la police. Mais lorsqu'il s'agit d'éléments plus graves que je peux nommer corruption, parce que là, vous tuez plusieurs vies à la fois. Quelqu'un qui s'assoit à Conakry et qui détourne 10 milliards, il n'a pas tué une personne, il a tué toute une communauté à l'intérieur du pays qui aurait pu bénéficier d'un hôpital au moins moderne, qui aurait pu bénéficier de routes modernes, qui aurait pu bénéficier d'électricité. Donc c'est pire la corruption. Mais pour ces cas de corruption, vous n'avez pas du tout l'appareil d'État qui se met en branle. Non, pas du tout. D'ailleurs, vous êtes glorifié, vous êtes grandi, et même on vous donne une promotion. Je trouve que c'est du 2 poids 2 mesures, il faut que ça cesse. Pour le cas de Djouldé, c'est une injustice. Il va falloir à un moment donné arrêter cela. Il y a beaucoup d'officiers supérieurs ici, auxquels, j'en suis sûr, on donne des ordres de cette même nature, mais qui n'obéissent pas, parce qu'ils savent que ce sont des injonctions qui sont illégales. Donc, ils ne s'adonnent pas à cela. Pourquoi faudrait-il à chaque fois se mettre en branle, aller cueillir des gens de cette façon et les mettre à l'intérieur? Et j'apprends que même la hiérarchie, parce que quand vous êtes officier de police judiciaire, vous avez le droit d'informer le procureur. Vous travaillez sous sa couverture. Mais vous avez aussi l'obligation d'informer votre hiérarchie. J'apprends que la hiérarchie n'a pas été informée de l'arrestation de Djouldé. Alors, dans quelle procédure nous sommes? Mais si on le maintient encore en prison, ça veut dire que... Non, forcément, s'il n'était pas au courant de l'arrestation, peut-être maintenant il sait qu'il est en prison. Justement. Maintenant, qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? Est-ce qu'il faut reprendre la procédure? Et déjà, ce serait de lui permettre de rejoindre sa maison et de reprendre la procédure. Ce que je veux dire, c'est que Doyen Djouldé, que moi je connais, il n'a pas sa langue dans sa poche. C'est un monsieur qui s'est toujours assumé, qui a assumé ses positions. Et aujourd'hui, le connaissant, je sais qu'il n'a pas peur d'aller devant la justice. Parce que moi, je le dis tout le temps, les médias que nous sommes, on n'a pas à craindre la justice. Nous faisons un travail qui, forcément, par rapport à certains dossiers, nous amène devant la justice. Mais le plus important, c'est de savoir que nous sommes préparés, c'est de savoir que ce qu'on a dit, on est prêt à le prouver. Et après, ça va, on va devant la justice. Donc, ce monsieur est là aujourd'hui en prison. On n'a pas respecté la procédure. Je pense qu'il ne sera même pas le seul. Chaque fois qu'on parle de prisonniers, on parle quand même de ce manque de respect de la procédure. Et lorsque les gens sont en prison, ils passent plus de temps. On dirait qu'on ne pense même pas au jugement quand même qui est la finalité pour que les personnes incarcérées ou bien les personnes mises en prison ou bien, je sais pas, c'est quoi l'expression, en détention préventive puissent bénéficier quand même de ce procès et être situés, savoir s'ils sont reconnus coupables ou pas. Ce n'est pas fait. Mais justement, cette justice, on ne cessera jamais de le dire. Elle inquiète. Elle inquiète. On a beaucoup de problèmes dans ce pays aujourd'hui, mais effectivement, cette justice est prompte à aller avec, si on veut, une catégorie de personnes et pas d'autres. Ça, c'est un problème. Et lorsque même cette catégorie est concernée, on a l'impression que c'est comme si on s'en foutait de l'état d'âme des gens. Ce qu'il faut juste faire, c'est d'aller les cueillir, de les mettre en prison. Après, c'est pour essayer de répondre aux institutions à l'international qui ne considèrent pas la Guinée comme un pays qui respecte les droits de l'homme. Je pense que ça passe par des détails comme ça. Il peut y avoir des problèmes un peu partout avec n'importe quelle corporation, mais le plus important, c'est de savoir qu'on a une justice qui fait son travail, qui respecte le process. Mais après, pour certains cas, on a l'impression que l'ordre vient d'ailleurs et que cette justice,
ils essaient de se défendre à tout bout de champ, mais ils ne rassurent pas quand même. 30 secondes, Jacques Léwa-Leno. Oui, ce que j'ai envie de dire, c'est que les autorités sont contre la dépénalisation des délits de presse. Ça a été fait avant eux. C'est la transition qui nous a offert ce bijou et après, nous sommes en train de vivre de cela. Mais je crois que les gens n'aiment pas souvent qu'on dise dépénalisation des délits de presse. Or, il faut bien préciser, la dépénalisation, ce n'est pas seulement pour les journalistes. C'est pour tous ceux qui, par leurs propos tenus à travers les radios ou en tout cas les médias, peuvent se heurter, n'est-ce pas, à la justice. Il y a une procédure qui est bien indiquée à la matière. C'est parce qu'on a pu quand même constater qu'avec Lansana Camara ça a été possible parce qu'il a fait quand même une semaine en prison qu'on est en train d'aller vers ça aujourd'hui. On est en train d'aller vers l'arrestation des gens, vers l'emprisonnement. Pendant qu'on parle, j'apprends qu'il y a un journaliste qui est encore détenu. Je suppose que tout ceci c'est quand même ce sont quand même un ensemble de violations qui sont accumulées et encouragées, n'est-ce pas, par la justice. Mais il y a un choix à faire. Soit vous êtes pour la dépénalisation, ce qui est bien et qui protège les journalistes, mais également ceux qui peuvent tenir des propos à travers les médias, ou alors on sort de ça, on ramène l'ancien système, là tout le monde est informé, et puis c'est tout, au lieu de continuer dans cette violation de la procédure et des lois. Bien, Jacques Léwa-Leno, pourtant la liberté de la presse a été chèrement acquise dans ce pays. Restez avec nous dans la deuxième partie, d'autres sujets à développer et puis vos réactions. Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h-11h.